Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder donc l'exercice résolu page 290 du livre scolaire, donc en première spé physique. Donc c'est un exercice, donc moi je vous le regarde depuis internet sur le livre numérique, qui s'appelle Fonctionnement d'un ballon d'eau chaude. Donc on vous dit la chose suivante. On vous dit donc on vous dit qu'un chauffe-eau électrique ou ballon d'eau chaude est un dispositif domestique permettant de chauffer de l'eau. Donc on vous dit qu'il y a une résistance qui est plongée dans de l'eau, le passage du courant électrique permet ainsi de chauffer l'eau. La cuve étant isolée thermiquement, l'eau peut donc être maintenue chaude. Un appartement dispose d'un ballon d'eau chaude de 150 litres d'une puissance de 1600 watts. On vous dit que l'eau entrant dans le ballon est à l'origine à 20 degrés et il est chauffé jusqu'à 65. La durée de chauffe est de 6 heures. La variation d'énergie thermique de l'eau est proportionnelle à sa variation de température. Donc ça veut dire qu'en gros l'eau acquiert une énergie thermique qui est proportionnelle à sa variation de température à sa masse. On vous donne la formule delta E égale M, la masse, fois C, capacité calorifique de l'eau, fois delta T. On vous dit que la tension de l'installation c'est 230, que la capacité calorifique massique c'est 4180 joules par kilo et par Kelvin, et que la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par litre. Bon, cette valeur-là, je ne suis pas sûr qu'elle vous soit toujours donnée, hein. Alors, première question, quel phénomène physique permet à l'eau de chauffer? Bon, bah, c'est un phénomène lié, donc on a un conducteur ohmique, donc comme on l'a déjà vu dans les feuilles de cours, le phénomène physique est bien donc l'effet Joule. Calculer la valeur de la résistance chauffante. Alors là, il faut vous dire, bon, je cherche une résistance, grand R. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne une puissance, ici. On me donne ici donc des températures, mais les températures, ça ne va pas me donner grand-chose. J'ai une durée, donc qu'est-ce que je sais en fait? Je sais comme formule, donc au niveau des résistances, je sais U égale RI. Je ne connais pas grand-chose d'autre au niveau donc des formules avec une résistance. Et là, on me donne une puissance, on me donne une tension, et c'est à peu près tout ce que, avec ce qu'il va falloir que je me débrouille avec ça. Mais quand j'ai fait U égale RI, ici, regardez bien, je vais vous montrer la correction. Si vous écrivez U égale RI, bah, si vous cherchez R, il vous faut U et I. Bon, vous avez U, ça vaut 230, mais vous n'avez pas I. On vous donne P. Mais P, vous avez P, on l'a, mais P, donc on a U, mais il y a I. Donc ça veut dire que je peux peut-être trouver I, puisque j'ai P, j'ai U. Donc en gros, dit de manière simple, si vous écrivez ça, que vous écrivez que R est égal à U sur I, bah vous manquez I. Donc en gros, il faut que vous ayez I. Et si vous écrivez qu'ensuite I égale P divisé par U, bon, vous allez y arriver. Là, ils l'ont fait de manière un peu plus élégante, puisqu'ils ont remplacé I dans cette expression-là, ils ont remplacé I avec cette expression-là dans celle-là. Et ils obtiennent la formule P égale U carré sur R. Soit R égale U carré sur P, donc vous remplacez par les valeurs, 230 volts au carré, 1600 watts, vous trouvez 33,1 ohms. Ensuite, on vous demande l'énergie fournie on vous demandait quelle était l'énergie fournie à la résistance pendant 6 heures. Alors ça, c'est la formule de base assez classique en physique, E égale P fois delta T. Alors attention aux unités, il y a deux choses possibles. Il y a des unités, là ils l'ont mis dans cette correction-là, il y a des unités qui sont des unités usuelles telles la facture EDF. Nous on paye par exemple, quand on paye une facture EDF, on paye des kilowattheures. C'est tant d'euros le kilowattheure. Et en gros c'est proportionnel, plus vous consommez des kilowattheures. Donc en gros plus je consomme d'énergie, plus je paye en fonction du taux de conversion. Mais en gros ici dans cette formule-là, regardez bien, ils ont mis la puissance ici, donc ici ils ont mis 1600, c'est-à-dire en watts. Et donc ici, delta T, ils l'ont mis en heures. Donc ils ont multiplié les deux, ils obtiennent des watts fois des heures. Et s'ils obtiennent des watts fois des heures, ils ont mis en kilowattheures. Pourquoi ils ont mis en kilowattheures? Parce que c'est l'unité usuelle sur les factures EDF. Et ici, 9600, ça fait 9,6 kg. Donc on obtient 9,6 kW fois des heures. Alors après, moi je vous conseille en physique, dans les chapitres, si vous n'avez pas un lien logique avec en gros quelque chose d'EDF, quelque chose de palpable, d'utiliser les systèmes, donc les unités du système international, c'est-à-dire l'énergie en joules, la puissance en watts et le temps en secondes. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'ils ont fait. 1600 fois 6 fois 3600, ils ont converti donc le nombre de donc 6 heures. Dans chaque heure, il y a 3600 secondes. Donc on obtient 3,5 fois 10 puissance 7 joules, ou alors 35 mégajoules. 35 mégas étant 10 puissance 6. Ensuite, on vous demandait dans la question 4 l'énergie thermique fournie à l'eau pour la chauffer. L'eau, en gros, pour parler simplement, cette question-là, c'est l'eau passe de 20 à 65 degrés, quelle était l'énergie qui a été utilisée pour ça?
Et bien l'énergie donc massique fournie à l'eau, donc c'est, on vous a dit la formule, la masse fois la capacité calorifique fois la différence de température. La différence de température, alors une différence de température, vous l'avez peut-être déjà vu, mais une différence de température en Kelvin est la même chose qu'une différence de température en degrés. Alors attention, une température en Kelvin n'est pas la même chose qu'une température en degrés, puisqu'il y a un 273 qui traîne. Donc au niveau, il faut soustraire ou ajouter selon le sens. Mais si vous faites la différence, donc là, dans ce cas-là, une différence de température, le 273 va s'annuler. Et donc ici, une différence de température en Kelvin, c'est la même chose qu'une différence de température en degrés, ce qui nous arrange bien dans cette formule-là. Donc ici, vous avez ici, donc ça vous connaissez, la différence de température, vous connaissez la capacité calorifique. Par contre, la masse, on vous dit que vous avez un volume, vous. On vous dit que, attention, dans le sujet, vous avez 150 litres. Mais si on a 150 litres, sachant qu'on sait que la masse volumique c'est 1,0 kg par litre, bon, bah, c'est 150 litres, vous multipliez le volume par la masse volumique et vous obtenez la masse, donc c'est-à-dire 150 kg ici. Donc ici, ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé de manière élégante la masse par la masse volumique fois le volume, et ils ont remplacé par les valeurs dans les bonnes unités. 1, la masse volumique, fois 150, qui fait 150 kg en fait, fois le 4180, fois la différence de température. Ils trouvent 2,8 fois 10 puissance 7 joules, soit 28 mégajoules. Donc concrètement, l'énergie fournie à la résistance, donc 35 mégajoules, qui fournissent à la résistance d'énergie électrique, il y en a 28 mégajoules qui ont servi à chauffer de l'eau. Donc le rendement du chauffe-eau, donc c'est puissance utile, donc c'est-à-dire la puissance utile, c'est la puissance qui sert à chauffer l'eau, divisé par la puissance qui a été consommée, donc ici la puissance électrique, donc 35 mégajoules. Donc 28 divisé par 35, attention, 0,80, ce qui fait 80%. Alors il faut être lucide, hein, le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Donc si un jour vous hésitez entre les grandeurs, bon, là ici il n'y en a que 2, donc c'est assez facile de dire c'est forcément la plus petite divisée par la plus grande. Ça ne peut pas être l'inverse. Le rendement est toujours inférieur ou égal à 1. Si vous avez toujours si vous avez un bilan de puissance avec plusieurs puissances, faites attention, c'est toujours ce qui est utile divisé par ce qui a été consommé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.